Moi, je voulais vous parler du coup de vos relations humaines lors de ce périple. Là, vous en êtes pas tout à fait à la moitié, mais vous avez déjà un petit peu vu les contraintes que vous avez eues pendant le premier voyage, donc avec, je suppose, des contraintes sur la partie électrique, sur la mise en œuvre de tous vos protocoles. Et est-ce que ça crée pas justement des complications sur vos ententes, mésententes, enfin voilà, toute la partie humaine, si je puis dire, de cette aventure? Alors effectivement, les relations humaines à bord, elles sont extrêmement importantes et elles conditionnent en partie les manips scientifiques. C'est vrai que vu le format de la mission, c'est bon, il y a toujours de l'humain dans les manips scientifiques, mais là c'est vrai que c'est peut-être encore plus exacerbé. Notamment la question de l'énergie, elle a été effectivement très importante parce que sur le voilier, l'électricité est loin d'être à profusion, c'est même extrêmement rationné. Et les premiers jours de mer, on s'est rendu compte qu'il y avait des consommations électriques qui étaient bien supérieures à ce qu'on avait envisagé initialement. Et que, pour le dire de manière très simple, il n'allait pas être possible de passer tout l'Atlantique avec toutes les consommations qu'on avait au moment où on est parti. Donc, on a dû faire des choix, des arbitrages entre qu'est-ce qu'on pouvait diminuer, qu'est-ce qu'on devait supprimer carrément. Et ce qui a été choisi, ça a été de supprimer le surgélateur à moins 80 degrés, qui était un des moyens de conservation des échantillons de Baptiste. Alors, non pas pour lui enlever une partie de son projet, mais parce que lui-même, en parallèle, a discuté avec ses chercheurs et il s'est avéré qu'il y avait un moyen de faire sans le surgélateur en conditionnant les échantillons autrement et en adaptant un peu le protocole. Mais donc, effectivement, ça a été une réflexion qui n'a pas été simple, qui a demandé de se renseigner, d'arbitrer entre nous. Mais je ne dirais pas que ça a créé des tensions. En fait, paradoxalement, ça a même renforcé la cohésion entre nous parce que ça nous a forcé à vraiment beaucoup discuter de nos protocoles, de voir aussi en fait, ce qu'on pouvait mutualiser pour minimiser les dépenses d'énergie. Donc, au final, je dirais que ces contraintes techniques, elles ont vraiment renforcé la cohésion entre nous et elles nous ont forcé aussi à voir comment on pouvait collaborer au maximum. Du coup, vous avez gardé Netflix. Pour tout vous avouer, une fois, on s'est permis un petit écart. On a regardé un film. Mais qui était sur le disque dur. Ok, question suivante, Grégory. Bonjour. Je voulais poser une question du coup par rapport aux analyses une fois que vous êtes revenu de votre périple. Donc là, vous avez commencé à faire des prélèvements d'échantillons. Vous allez en faire encore beaucoup d'autres. Est-ce que vous avez une idée ou une estimation du temps qu'il va vous falloir pour analyser tous ces échantillons et commencer à donner des conclusions sur toutes ces recherches que vous êtes en train de mener en ce moment? L'analyse, elle se fait en deux temps. Enfin, il y a un premier temps qui est transformer nos bouteilles, nos filtres en données chiffrées dans des tableurs Excel. Ce qui, ça, n'est pas très compliqué à chiffrer. Selon les projets, ça va de l'ordre de 3 à 6 mois de travail en laboratoire, a priori, bon, sauf vraiment mauvaise surprise. Mais bon, ça, c'est pas tellement déjà de l'analyse. Enfin, si c'est de l'analyse, c'est pas encore l'interprétation, on va dire. Et après, il y a tout ce travail d'interprétation des données qu'on va déjà faire chacun sur nos disciplines à nous et qu'on va essayer aussi après derrière de pouvoir coupler entre les différentes disciplines. Et ça, c'est difficile à dire à l'avance. Aussi bien, il n'y aura pas grand-chose à dire. Les échantillons ont été pollués ou on retombera sur les mêmes données qu'avant. Enfin, ce sera toujours une information. Et peut-être en 4, 5, 6 mois, ce sera terminé. Aussi bien, on en a pour 3, 5, 6 ans de travail derrière. Voire même juste pour nous, ou pour aussi, c'est des données qui, de toute façon, une fois qu'elles sont publiées, rentrent dans le pot commun de l'ensemble des bases de données scientifiques sur la zone et qui pourront peut-être être utilisées aussi par d'autres laboratoires pour d'autres études croisées plus tard. Donc, c'est une aventure qui ne fait que commencer aussi du côté de l'analyse des données. Ouais. Peut-être pour compléter, moi, en fait, c'est un peu différent. Ma partie biologie, en fait, donc, je vais utiliser le LIDAR pour topographier les colonies de manchots. Donc, en fait, j'ai vraiment une partie biologique qui est le manchot et la partie topographique. Et en fait, je vais avoir deux types de données que je vais essayer de faire parler ensemble, mais que je pourrais aussi analyser de façon séparée. Et en fait, je me rends compte, au plus j'avance et au plus je réfléchis sur mon projet, qu'il y aurait énormément de choses à retirer de ces informations que je vais acquérir. Donc, en fait, des fois, je me dis que je pourrais juste faire une thèse de 3 à 4 ans sur ces données. Et encore, je me dis qu'on n'est pas à l'abri de bonnes surprises, comme de mauvaises, hein, mais de bonnes surprises et que d'autres idées nous viennent sur le terrain.
et du coup de reprendre son protocole, de le réadapter pour de nouvelles questions scientifiques. Donc en fait, je pense qu'il y a des surprises qui vont encore arriver et qui vont faire que l'analyse puis l'interprétation, comme le distinguait Clément, vont prendre vraiment pas mal de temps. Mais en gros, voilà, ça ne s'arrête pas au 1er septembre 2022. Ouais. Mais tant mieux à la limite. Plus il y a du potentiel, plus ça dure longtemps, mais mieux c'est derrière pour nous, pour la communauté scientifique aussi, parce que c'est vraiment des données très intéressantes et encore une fois, de manière mutualisée, ça va permettre des ponts entre des choses qu'on n'aurait pas imaginées autrement. Merci. Je vais faire circuler la parole. Sophie avait une question aussi. Merci. Bonjour, donc c'est Sophie, enchantée. Voilà, je voulais savoir, est-ce que vous allez comparer donc vos données avec des études déjà existantes qui ont été faites par d'autres personnes? Par exemple, est-ce que le pourcentage des nutriments a évolué ou pas au cours de ces dernières années entre une étude et une autre? Si on prend effectivement l'exemple de la biogéochimie, la biogéochimie, c'est génial parce que tous les biogéochimistes se sont mis d'accord en fait, il y a quelques années pour standardiser leur protocole. Donc maintenant, on a des bases de données où à peu près tout le monde a manipulé à peu près de la même façon. Donc c'est facile. Enfin, c'est facile. En théorie, c'est facile, mais en tout cas, ça facilite la comparaison des jeux de données. Et effectivement, là, dans la partie interprétation, voilà, les chercheurs qui m'accompagnent, on a déjà en tête plusieurs autres campagnes avec lesquelles on va essayer de comparer les données que nous, on va essayer de récolter. Donc, il y a effectivement comparé dans le temps avec d'autres campagnes sur les mêmes zones pour voir est-ce qu'il y a pu avoir une évolution ou pas. Et il y a aussi d'autres comparaisons qui peuvent être faites sur des campagnes qui ont lieu à peu près au même moment, donc avec des décalages de peut-être 1 ou 2 ans, mais dans d'autres zones de l'Austral. Donc, mais oui, c'est l'idée. On ne va pas juste analyser nos jeux de données à nous, on va essayer d'analyser les nôtres au regard de ceux qui auraient pu venir d'autres campagnes dans le passé ou qui pourraient aussi arriver dans d'autres campagnes dans le futur, parce que, bon, a priori, c'est des sujets qui nous intéressent, on va continuer à travailler dessus.